Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce quatrième atelier de notre lab financement de Finance Innovation. Je suis Gisela Sanchez, responsable de projet au sein du pôle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème d'environ 600 membres. La typologie de nos partenaires est très variée car nos membres sont des startups, des fintech, des insurtech, des grands groupes du secteur de la finance digitale, donc des banques, des assureurs, des asset managers, des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs, des associations et aussi des cabinets de conseil. Notre objectif est d'aider ces startups dans l'accélération de leur business et promouvoir l'innovation dans le secteur de la finance. Nous avons choisi comme sujet de ce quatrième atelier la levée des fonds, démystifier la complexité juridique, anticiper la future gouvernance. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs de nos membres, dont Yann Martin Lavigne, avocat à la Cour et spécialiste en droit des sociétés et associé chez CSF Avocat. Jean-Philippe Martin, CEO chez Visconti Partners. Frédéric Boucher, partner aussi chez Visconti. Michael Diguet, CEO chez Algoan, et Laurent Chenet, président chez MGT et animateur de cet atelier à qui je passerai la parole dans quelques instants. Mais avant cela, sachez que cet épisode, c'est le dernier atelier de ce semestre. Le prochain épisode aura lieu à la rentrée sur le sujet de la valorisation. Quelles sont les méthodes utilisées par les visites? Donc, je vous invite à rester connectés. Et enfin, vous avez à votre disposition à droite de votre écran un chat pour poser vos questions. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et sachez que la rediffusion sera disponible dès la fin du webinaire et sur la playlist du Lab Financement sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, merci de votre attention. Laurent, je te passe la parole maintenant pour démarrer. Merci beaucoup, Gisela. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi d'animer cette quatrième session de Lab Financement. Donc, en fait, Lab Financement, comme l'a très bien rappelé Gisela, c'est un ensemble de webinaires de 45-60 minutes sur des focus précis qui doivent permettre aux entrepreneurs de faciliter leur recherche de financement. Donc, ça peut être sur le business plan, le sujet de la valorisation, les outils juridiques ou la gouvernance qu'on va évoquer déjà aujourd'hui. Voilà, tout un tas d'ateliers qui correspondent aux sujets majeurs pour réussir ces recherches de financement. Il y en aura également sur la banque, sur le financement public. C'est l'ensemble des financements qui sont visés au travers de Lab Financement. Et puis, on intègre tous les sujets qui remontent régulièrement des entrepreneurs. Et ça se limite d'ailleurs pas que à la recherche en elle-même de l'entrée d'un investisseur au capital, mais également au post-deal. Et c'est pour ça que vous aviez déjà eu un atelier également sur les aspects RH, recrutement, post-levée de fonds. L'atelier de ce matin, il est consacré aux outils juridiques et à la gouvernance. Quand on fait entrer un investisseur en capital, un investisseur professionnel, d'abord on va signer une documentation juridique, il va y avoir des itérations, premiers échanges pour marquer un intérêt, puis s'engager et enfin signer une documentation. Et cette documentation, elle va avoir un impact très important dans la vie de la société et c'est l'occasion très souvent, quand ça n'existe pas encore, de se poser un certain nombre de questions sur l'organisation de la vie de la société et au travers du pacte, au travers de la gouvernance. Et puis, c'est là que sont décrits aussi les instruments financiers et dans ces premiers tours de financement, très souvent, la valorisation, elle s'exprime plus dans les lettres que dans les chiffres, car en fait, car c'est l'instrument financier qui détermine en fait la vraie valorisation de la société. Quand on parle de valorisation et de valorisation financière, on utilise des agrégats financiers qui dans les startups n'existent pas. Il n'y a pas toujours de chiffre d'affaires, évidemment pas d'EBITDA positifs, donc pas les agrégats qui permettent de faire les calculs financiers classiques de valorisation. Et donc c'est plus des valos de convenance qui se traduisent en fait et qui vont s'exprimer plus tard, notamment au moment de la sortie et du partage du gâteau, dans le pacte d'associés au travers des outils.
Et quand on fait aussi rentrer un actionnaire minoritaire, toujours dans ce pacte, c'est pour ça que c'est important, même s'il est minoritaire, il y aura un certain nombre de droits accordés ou en tout cas des clauses plus à la main de cet actionnaire pourtant toujours minoritaire. Et donc, c'est vous aider à anticiper ces questions-là. Et enfin, je rappelle que pour toutes ces questions juridiques, et comme c'est juridique, et je pense que dans un premier tour, le plus important conseil qui doit vous accompagner, c'est d'abord un avocat. Un leveur de fonds, c'est mon métier. Je ne vais pas vous dire que c'est pas important, c'est évidemment, ça peut être très utile, mais la toute priorité dans les tout premiers tours, ce sera d'avoir sur ces sujets-là un bon avocat qui connaît ces mécaniques très spécifiques aux startups. Je vais passer la main aux différents intervenants de ce matin qui vont nous éclairer sur ces aspects juridiques et de gouvernance. J'ai commencé par Michael, Michael Diguet, qui est bien connu au pôle à travers de Algone. Lui a la double casquette. Et d'abord, il vit avec des investisseurs. Il sait ce que c'est de faire entrer des investisseurs au capital. Et donc, toutes ces questions-là, il s'est les posées. Il y a bien eu une première fois. Donc, son retour d'expérience sera évidemment intéressant. Lui-même, à titre personnel, est aussi investisseur un petit peu. Donc, il a ces questions de savoir, quand on investit dans une boîte, comment on s'organise entre les parties, ensuite, entre les partenaires, les associés, les relations futures. Michael, je te laisse te présenter. Ouais, merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, je suis Michael Diguet, donc je suis le président et cofondateur d'une fintech qui s'appelle Algone, dont la mission est de rendre le crédit plus accessible. On fournit des outils en fait aux acteurs bancaires, aux prêteurs, donc aux banques, aux fintech, des outils pour prendre des meilleures décisions de crédit, basées sur quelque chose, sur une technologie révolutionnaire qui s'appelle l'open banking. Donc ça, c'est pour Algone. Alors effectivement, j'ai un petit peu d'expérience dans le fait de travailler avec des investisseurs, puisqu'on a fait 2 levées de fonds chez Algone. Et comme le disait Laurent, j'ai aussi voulu passer de l'autre côté de la barrière pour comprendre un petit peu le regard des investisseurs sur les entrepreneurs. Donc, je suis moi-même effectivement investisseur en early stage dans des startups et principalement dans des fintechs. Merci, Michael. Jean-Philippe, tu peux nous donner quelques mots sur Visconti. Oui, mais merci Laurent et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc nous, au sein du cabinet Visconti Partners, notre focus, c'est l'accompagnement de dirigeants. Donc on est tous nous-mêmes des dirigeants et des entrepreneurs. Et on accompagne opérationnellement un certain nombre de dirigeants, d'ailleurs de start-up, de scale-up, sur l'ensemble de leurs défis, je dirais, stratégiques, leadership, et beaucoup de gouvernance. Donc ce matin, on aura le plaisir avec Frédéric Boucher qui est avec moi de vous faire de souligner en tout cas ce qu'il faut, je dirais, maîtriser en termes de gouvernance. Et la levée de fonds est une bonne étape dans la vie d'une entreprise pour consolider, mettre en place une gouvernance performante. On le verra tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Yann, je vais te laisser évidemment te présenter, puis prendre la main. Oui, alors merci Laurent de me passer la parole. Bonjour à tous également. Avant de rentrer d'aborder le sujet, je vais me présenter effectivement en 2 mots. Moi, je suis avocat. Je m'occupe principalement, exclusivement de droit des affaires, principalement de droit des sociétés. Et dans ce contexte-là, j'interviens sur des problématiques, sur des dossiers de création de société, et puis des dossiers de développement, qui peuvent être des dossiers soit de acquisition, cession, d'organisation des relations entre associés avec des pactes, avec l'entrée de collaborateurs au capital, quels sont les mécanismes qu'on utilise, et puis également de levée de fonds, ce qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'interviens donc principalement en conseil, un tout petit peu en contentieux, et principalement sur des questions de conflits entre associés, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la question de la levée de fonds. Alors, c'est une présentation qui va être faite aujourd'hui, qui était, compte tenu du cadre et compte tenu du temps,
dont on dispose, qui est une présentation assez rapide. L'idée, en fait, est de vous donner une idée d'ensemble des étapes juridiques, des documents juridiques qui sont utilisés pour une levée de fonds, pour comprendre quels sont les enjeux de chacun des documents. C'est-à-dire qu'on ne rentrera pas dans le détail de chacun des mécanismes juridiques d'une levée de fonds classique ou traditionnelle. Ça, c'est des choses effectivement qui peuvent être faites, mais qui nécessitent plus de temps. Alors, il faut reprendre les choses de manière assez à la base. Et qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? Une levée de fonds, c'est pour la société, c'est l'apport à une société en fonds propres ou quasi-fonds propres par les investisseurs et en général des entreprises à fort potentiel de développement, soit parce qu'on est sur un projet innovant ou parce qu'on est sur un marché innovant qui peut se développer de manière extrêmement importante. Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a deux choses. D'une part, ça va permettre à des investisseurs de rentrer au capital de la société, ou en tout cas, donc selon l'outil qui est utilisé, de devenir vraiment des parties prenantes de l'entreprise et des parties prenantes, notamment dans la définition des orientations stratégiques de la société. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, l'investisseur met sur la table un certain montant, de l'argent, en général relativement important, et il faut qu'il ait un contrôle sur les fonds qu'il apporte, qu'il confie à la société, pour s'assurer que l'utilisation est conforme à ce qui lui a été présenté quand il a eu connaissance du projet. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une responsabilité importante dans le fait d'accueillir ces fonds et pour l'entreprise. Et puis, ce qu'il faut également comprendre là, pour rester sur ce schéma d'ensemble, ce qu'il faut aussi comprendre et garder à l'esprit, c'est que l'investisseur privé va avoir des intérêts propres, des intérêts qui peuvent être divergents de ceux du ou des fondateurs de l'entreprise. Le fondateur peut être dans une logique de court terme, mais en général plus de long terme de développement d'entreprise. L'investisseur, lui, dispose à lever des fonds auprès d'autres investisseurs qui sont en général des institutions bancaires, assurances ou des family office, peu importe, mais lui-même doit rendre des comptes sur l'argent qu'il utilise, qu'il confie à l'entreprise, et donc il a un objectif de rentabilité à un horizon de 5 ans, plus ou moins selon le type d'investisseur, mais donc il a cette contrainte propre, et donc en tant qu'entreprise, il faut intégrer donc l'arrivée de ces contraintes propres de l'investisseur, et donc il faut prendre en compte ces contraintes de l'investisseur. Donc on va retrouver ces différentes obligations, ces différentes contraintes dans les étapes d'une opération de levée de fonds. La première étape, souvent, d'une opération, souvent de manière quasiment incontournable d'une opération, est la signature, la mise en place d'un premier document qui va être une lettre d'intention qui va permettre aux différents interlocuteurs, donc entreprises, investisseurs, à minima, de savoir de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, est-ce que c'est une mise de fonds de 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros? Donc, on va définir les conditions principales de l'opération pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Donc, on va mettre sur le papier les questions de montant, les questions éventuellement de participation future de l'investisseur. Donc, on verra, c'est une question importante, mais pas forcément primordiale, la question de la valorisation. Et puis, on va aussi s'accorder, donc négocier les conditions de la négociation. C'est-à-dire qu'on va définir quelles sont les différentes étapes de la négociation avec un calendrier prévu pour les opérations de formalisation de l'investissement s'il arrive au bout, éventuellement d'exclusivité, de négociation entre le fonds d'investissement et la société cible, et puis d'autres conditions sur les conditions d'entrée, les exigences du fonds, éventuellement en termes de gouvernance, et c'est le sujet qu'on évoquera tout à l'heure, en termes d'attente sur les conditions de sortie et aussi sur les conditions de frais. Donc
La lettre d'intention, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est vraiment l'organisation de la négociation elle-même. Donc, on définit les principales étapes, enfin les principales conditions de l'investissement de l'investisseur, et on définit les principales étapes du calendrier de négociation. J'en parlais rapidement, que la question du prix, la question de la valorisation est une question importante, pas forcément primordiale, parce que certes, on va indiquer dans la lettre d'intention que quel est le montant d'investissement, quel est le pourcentage de capital qui éventuellement sera alloué à l'investisseur en contrepartie de cet investissement, mais il faut regarder dans les conditions si les conditions notamment de sortie, donc on en reparlera, les conditions financières peuvent entre guillemets dénaturer, peuvent passer outre et apporter des modifications à cette simple question de valorisation. Yann, je me permets. Oui. Mickaël. Oui. Sur ce point de la valorisation, justement à ce stade de la discussion, est-ce que tu... Ouais, alors c'est vrai que la valorisation, c'est toujours un point important pour les entrepreneurs. Moi, je dirais qu'effectivement, je vais complètement dans le sens de ce que dit Yann. C'est un point important, hein, il faut pas le nier, mais le diable est dans les détails et c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire au moment où on fait sa première levée de fonds, c'est pas l'unique point sur lequel il faut se battre. Il y a des points qui en fait sont plus importants et qui sont aussi plus difficiles à appréhender. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'être bien accompagné. Je pense que, donc, au moment où on fait sa première levée de fonds, on va avoir de l'argent, par définition. Donc, on va avoir les moyens, effectivement, de payer un avocat. Et je pense que ça vaut le coup, en tant qu'entrepreneur, de passer du temps à choisir le bon avocat. Passer du temps à essayer de comprendre, dès la première levée de fonds, tous les tenants et les aboutissants, ça paraît un petit peu, sauf à avoir un goût particulier pour les sujets juridiques, ce qui n'est pas mon cas, moi, ça paraît peut-être un peu compliqué. J'ai fini par comprendre, mais pas dès le premier coup. Par contre, passer du temps, effectivement, à se renseigner pour travailler avec un avocat qui connaît, qui ne soit pas non seulement bon, hein, il faut un bon avocat, c'est une question nécessaire, mais il faut aussi un avocat qui connaisse, en fait, ces problématiques très particulières sur les startups. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aux entrepreneurs dont je suis absolument certain. Voilà, bien... pas forcément non plus se laisser convaincre par les investisseurs de prendre leurs avocats ou des avocats qui connaissent bien. Alors ça dépend beaucoup du rapport humain, de la confiance qu'on a avec l'investisseur, mais peut-être se renseigner dans un écosystème d'entrepreneurs sur des bons avocats. Voilà. Merci Mickaël. Et moi je partage aussi en tant que leveur de fonds que la valorisation, c'est rarement un point qui est deal breaker. Et en fait, il y a des points. Un deal, c'est une négociation qui est plus globale. Et la valorisation, sans regarder les instruments financiers et les autres éléments du pacte, ça n'a juste pas de sens. Donc, c'est une approche globale. Et donc, évidemment, il faut là-dessus un bon avocat, y compris s'il y a un bon leveur. Yann ? Oui, alors je vais effectivement, et à titre d'illustration, j'ai eu une discussion hier avec un dirigeant d'entreprise qui me disait en effet que au stade de la lettre d'intention, l'investisseur avait présenté des exigences relativement importantes. Le dirigeant a dit non, telle et telle condition ne me plaisent pas. Et donc l'investisseur n'a pas renoncé pour autant. Il a effectivement investi moyennant d'autres moyens d'investissement, notamment des BSAE, on en reparlera. Donc, il a changé un petit peu lui aussi son fusil d'épaule. Il n'est pas rentré au capital directement. Et ce qui veut dire qu'effectivement, on peut quand même, il faut, à mon sens, discuter donc des conditions d'entrée de l'investisseur. Je vais parler de ce qui se passe après, donc la signature de la lettre d'intention. Néanmoins, un mot qui est important, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit quand on signe donc ces premiers documents, cette lettre d'intention, donc cette première étape juridique d'une opération, c'est que, alors même si la lettre d'intention n'est pas un document juridiquement figé, c'est pas un engagement formel, donc d'aller jusqu'au bout de l'opération, parce que l'une et l'autre partie peuvent renoncer donc à l'opération en fonction des exigences réciproques. Néanmoins, les conditions qu'on va accepter dans une lettre d'intention vont servir en général à rédiger toute la documentation juridique. Donc, la lettre d'intention est parfois accompagnée d'un term sheet qui va donner les conditions principales
par exemple, du pacte ou les conditions qui vont être insérées dans les statuts et les conditions qui vont être figées dans le pacte et les statuts et qui, il faut en avoir conscience, serviront pour les opérations ultérieures. Donc il y a une importance assez forte, une attention assez forte à porter aux premières conditions qui seront posées dans ce premier document, parce que ça risque, ce sera des choses qui seront reprises par la suite, donc à la fois dans l'opération elle-même et puis dans les opérations successives. Donc le dirigeant a tout intérêt, à mon sens, à savoir s'imposer, à être assez exigeant dès les premières discussions, dès les premières opérations. Ouais. Donc, peut-être aussi préciser quelque chose qui est important de savoir, qu'on ne réalise pas forcément au début, mais effectivement, dès la première levée de fonds, c'est important de négocier des bonnes conditions parce que ça a malheureusement tendance à se reporter, des mauvaises conditions ont tendance à se reporter de levée en levée, sauf à être en très forte position de force. Donc voilà, il faut faire attention effectivement à pas négliger. Et puis quelque chose qu'on dit beaucoup, je pense que c'est important de le préciser aussi, je pense que les entrepreneurs ici présents l'ont beaucoup entendu, mais j'insiste sur le fait que c'est vrai, il faut vraiment aussi penser à la qualité humaine de la relation, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte au début, mais finalement, les investisseurs, c'est des gens qu'on va connaître sur le bout des doigts. C'est des relations longues, quoi. C'est comme un mariage, c'est des relations vraiment longues, et voilà, la qualité de la relation humaine, elle est extrêmement importante. Voilà. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais je ne peux qu'abonder dans ce sens. Chaque tour engage le suivant, pour rejoindre ce que disaient Mickaël et Yann. Et donc, c'est pour ça que c'est important, dès la première levée, de se mettre, d'être bien accompagné pour que la première négociation n'impacte pas, si elle a été mal faite, les tours suivants. On a du mal à corriger dans le temps et il faut un sacré rapport de force pour inverser. Donc, dit autrement, ça arrive quasiment jamais. Donc, il ne faut pas parier dessus. Il faut faire les choses proprement dès le départ et poser à l'occasion de l'entrée d'un investisseur les bonnes bases, poser de bonnes fondations. Voilà. Et comme le disaient Yann et Mickaël là-dessus, je crois qu'il est d'accord. Et c'est plus vrai d'ailleurs aujourd'hui qu'à une autre époque où il y a plus d'argent. Il ne faut pas hésiter à négocier. Alors, à négocier pour faire un deal. On choisit un partenaire qui va être présent plusieurs années à ses côtés. Donc, il y a la relation humaine, pas que financière, business, c'est plus large. Mais il ne faut pas hésiter à négocier. Une relation, elle est plus équilibrée parce que si l'entrepreneur, notamment le premier tour institutionnel, et quand on ne connaît pas, on dit qu'il y a un rapport de force qui est déséquilibré, mais l'investisseur aujourd'hui, il cherche aussi les entrepreneurs. Donc, c'est très équilibré. C'est vraiment une relation de partenariat qu'on essaie de construire. Et donc, tous ces points-là sont des points qui se discutent. Et Yann l'illustre bien. L'investisseur, s'il est vraiment motivé, si les parties veulent faire, on trouvera les modalités pour faire, y compris d'autres instruments financiers peut-être plus adaptés pour mettre d'accord entrepreneurs et investisseurs. Yann ? Oui, merci. Alors oui, je disais effectivement, cette première étape de lettre d'intention est importante, on en a parlé. Souvent, elle est suivie d'une phase de travail qui, pour faire très bref, est constituée de deux chantiers principaux. Le premier, c'est une opération d'audit au sens large et qui va prendre des aspects différents selon la configuration de la société. Donc, l'investisseur va s'assurer de la bonne tenue juridique, en tout cas pour parler d'un sujet que je connais effectivement de la société, savoir est-ce qu'effectivement, donc on est sur de l'actionnariat, est-ce que la société a été correctement constituée, et puis par ailleurs d'un sujet aussi important qui va être la validité des éléments qui constituent donc la valeur de l'entreprise, et très souvent donc dans les fintech, quelle est la question de la propriété du logiciel, notamment est-ce que les contrats de travail sont bien bordés pour que la société soit propriétaire des différents développements, par exemple. Donc l'investisseur va rentrer dans une phase d'audit qui est extrêmement importante et qu'il faut avoir préparé par la société de manière à aborder cette phase de manière la plus sereine possible. Première phase donc audit, premier chantier audit, deuxième chantier qui se mène souvent juste après ou en parallèle, qui est un chantier de préparation de la documentation juridique. Donc cette deuxième étape
d'un point de vue de documentation qui intervient dans une levée de fonds. Et là, à nouveau, on a deux aspects documentaires. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir un aspect très formel de droit des sociétés, à savoir qu'en fonction de l'outil, enfin du ou des outils qui vont être utilisés pour l'opération, donc c'est l'Assemblée générale de la société qui va émettre éventuellement les actions nouvelles, les obligations ou bien donc les BSA. On reparlera tout à l'heure des formes précises de l'investissement. Et donc on a cette opération qui va être faite, enfin qui va être formalisée avec une assemblée des associés où ici, alors il y a l'émission des outils, éventuellement des modifications statutaires qui vont être apportées. Et là, on est dans une opération qui est vraiment du droit des sociétés pures, donc Assemblée générale. Et deuxième document important, qui se prépare donc après sa date d'intention et en parallèle ou après les audits, la question du pacte d'actionnaires. Là, c'est un document qui est contractuel, qui nécessite la signature de toutes les parties, et qui va définir les conditions, donc à la fois d'entrée, les conditions de vie commune entre les différentes parties, donc les différents actionnaires, dont les fondateurs principalement, et l'investisseur. On verra tout à l'heure, alors peut-être rapidement, compte tenu du temps à nouveau, mais quelles sont les principales catégories de dispositifs qui vont figurer à la fois dans le pacte et dans les statuts. Mais donc en fait il y a ces deux documents. La différence principale entre ces deux documents, donc pacte et statut, c'est que les statuts c'est que le pacte est un document qui est un contrat et qui ne peut être modifié qu'avec la signature de l'intégralité des parties. Alors que les dispositifs qui sont insérés dans les statuts, eux, peuvent être modifiés par une assemblée générale, donc selon les conditions de majorité qui sont définies elles-mêmes dans les statuts. Et deuxième différence, c'est que les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce, donc c'est un document qui est complètement public, alors que le pacte est un contrat, est un document privé, ne sera pas déposé au greffe. Donc, il faut arbitrer ici entre les questions de publicité et les questions de force également. Je n'entrerai pas dans le détail, mais pour faire simple, les statuts ont une durée, on la durée de la société. Le pacte a une durée déterminée, donc dans le temps est éventuellement plus fragile. J'en parle parce que c'est des choses qui sont parfois stipulées qui figurent dans les opérations. L'investisseur peut demander lors de la mise en place lors de son entrée au capital, peut demander donc l'attribution la mise en place d'une garantie d'actifs et ou passifs qui va justement pour lui sécuriser la valeur qu'il a donnée à la société et qui va prendre la forme d'une indemnisation versée soit en numéraire par les fondateurs à l'investisseur, si on découvre des éléments qui affectent la valeur de la société, soit une augmentation de sa participation, éventuellement par des promesses de vente faites par les fondateurs au bénéfice de l'investisseur. Donc là, ce sont des mécanismes qu'il faut regarder attentivement. Ça peut être des sanctions relativement fortes à la charge des fondateurs. Donc on a vu les différentes étapes. Donc je rappelle lettre d'intention, audit, mise en place de la documentation et signature de la documentation définitive avec le pacte et les statuts de la société donc, qui sont modifiés par une assemblée générale et éventuellement donc l'émission des outils, actions, obligations ou PSA. Dans les modalités d'investissement, justement, donc actions, obligations, BSA, il y a différents outils qui peuvent être mis en place. Les actions, tout d'abord, on parle d'actions, mais on a plusieurs catégories d'actions. Les actions peuvent être des actions ordinaires ou de préférence, à savoir que l'investisseur peut se voir attribuer des actions parfaitement ordinaires, disposer des mêmes droits que les investisseurs. Il peut également demander l'attribution d'actions de préférence qui vont lui donner des droits spécifiques et des droits qui peuvent être des droits à la fois financiers, donc avec une attribution spécifique en cas de vente de la société, donc une attribution spécifique prioritaire éventuellement sur le prix de vente de la société. Il
peut également demander des actions de préférence, enfin des droits de préférence qui peuvent être des droits politiques, par exemple avec des droits de veto sur telle et telle décision. Donc il faut aussi regarder le type de droits qui sont demandés par un investisseur dans le cadre de l'opération pour définir, enfin, pour connaître ces exigences spécifiques. Rapidement, la question de la prime d'émission, veut dire qu'on a, la société peut émettre des titres, des actions nouvelles à un prix qui va être extrêmement supérieur à la valeur nominale des titres. Donc il faut, ce qui va être utilisé comme outil, c'est la question de la prime d'émission, savoir que par exemple, si la société émet donc 10 000 actions nouvelles, la dilution, par exemple, si la société a un capital de 100 000 euros, elle peut émettre effectivement 10 000 actions nouvelles pour un prix de 500 000 euros, auquel cas on aura de fait dans le capital seulement 10 000 actions nouvelles, mais qui vont être émises pour 10 000 euros avec une prime d'émission qui va être égale à 490 000 euros, ce qui va permettre de correspondre, enfin de faire le lien entre le prix d'émission, la valeur nominale et les fonds qui vont être apportés. Et plus la prime d'émission va être importante, plus on va minimiser la dilution des fondateurs, des actionnaires existants dans la société. Donc c'est un outil important et je le mentionne pour indiquer qu'on n'est pas tenu de respecter la valeur nominale des actions existantes qui étaient fixées lors de la création de la société, lors de l'entrée, lors de l'augmentation de capital, lors de l'entrée de l'investisseur, et ce pour minimiser donc la dilution. Deuxième outil utilisable, c'est la question sont les obligations. Donc rapidement, par rapport aux actions, sont des titres de créances qui sont émis par la société. La différence principale par rapport à les actions, c'est que ce sont des outils qui ne donnent pas de droit de vote lors des assemblées générales de la société. Donc le titulaire des obligations devient un obligataire, peut voter dans le cadre d'assemblées d'obligataires, mais pas lors des assemblées générales de la société. Donc c'est un outil où l'investisseur ne rentre pas spécifiquement au capital, en tout cas pas tout de suite. Et je dis bien pas tout de suite parce que les obligations elles-mêmes peuvent être convertibles en général en actions, et on va donc dans le contrat d'émission définir les conditions de conversion. Et autre point important, très important même, différence par rapport aux actions, c'est que les obligations vont donner lieu à une rémunération à la fois sous forme d'un intérêt versé semestriellement ou annuellement, et puis également d'une prime de non-conversion si les obligations ne sont pas converties. Ça donnait lieu à une prime de non-conversion. Donc c'est un outil qui est certes qui peut paraître plus confortable pour le dirigeant parce qu'il n'a pas affaire à un actionnaire minoritaire, mais qui est à mon avis, il faut se méfier de cet avantage parce que d'une part, l'outil va avoir un coût financier pour l'entreprise et d'autre part, l'investisseur, même en obligation, peut demander à avoir contractuellement, non pas dans les statuts, mais contractuellement, un droit de veto sur certaines décisions qui vont intéresser l'entreprise et de manière à nouveau à sécuriser son investissement. Bon, je ne veux pas parler de financement participatif pour aller vite, mais un mot néanmoins sur les BSAR, qui est un outil extrêmement à la mode dans le cadre de l'investissement. Les BSAR en fait, vont permettre, enfin, c'est un BSA, donc un outil, donc un titre de créance qui va être émis par la société en contrepartie de l'investissement de l'investisseur. L'intérêt, à la fois d'abord le mécanisme et puis les intérêts. Le mécanisme, c'est que la société va émettre ces BSA en contrepartie de la mise de fonds de l'investisseur et les deux parties vont renvoyer à un terme ultérieur, à une date ultérieure, donc l'entrée au capital de l'investisseur par voie d'exercice de ces BSA et donc de l'attribution d'actions nouvelles. Et deuxième intérêt, c'est que les parties vont renvoyer la négociation, par exemple, du pacte à une date ultérieure en disant le jour où la société réalise une levée de fonds plus importante que la première, l'investisseur, donc, d'une part, rentrera au capital, mais surtout bénéficiera d'une décote par rapport au nouvel investissement, donc aura une part de capital proportionnellement plus importante
par rapport à ce nouvel investisseur. Donc, ce qui permet de favoriser cet investissement prioritaire, mais donc ce premier investissement, cette prise de risque plus importante faite par un investisseur, et ce qui permet donc d'alléger la formalisation de ce premier investissement par l'investisseur, donc avantage pour l'entreprise. Je vais très vite, à nouveau, pour donner les conditions générales de cet outil, mais sans rentrer dans le détail, parce qu'on est un petit peu contraint, donc néanmoins par le temps. Mais vous pourrez poser des questions après, dans tous les cas. Quelques mots sur les mécanismes du pacte et ou des statuts, pour dire qu'on va avoir plusieurs catégories de dispositions. Une première catégorie qui est la question du contrôle du capital. Les statuts ou le pacte vont prévoir les questions de contrôle du capital avec des questions d'incessibilité, de préemption, éventuellement de ratchet, donc pour une relution des investisseurs en fonction de critères déterminés, vont déterminer les conditions éventuellement de retrait, d'exclusion de certains associés. Et point important, j'en parlais tout à l'heure, donc j'insisterai uniquement sur celui-là, le pacte et les statuts vont définir les conditions de liquidité de l'investisseur. Je disais tout à l'heure que l'investisseur, lui, à ses propres investisseurs, doit rendre compte de son investissement à ses investisseurs, et donc il doit organiser, lorsqu'il met des fonds sur la table au bénéfice d'une société, il doit organiser immédiatement les conditions de sa propre sortie de manière à ne pas être prisonnier de cet investissement. Et donc, on va organiser donc dès ce stade-là la sortie. Donc, il faut que le dirigeant doit en avoir conscience, à savoir que dès l'entrée de l'investisseur, on va organiser sa sortie, éventuellement une cession de la société. Donc, les clauses vont s'organiser. Il faut rédiger les clauses de manière à préserver, certes, les intérêts du fondateur, du dirigeant, du ou des fondateurs, mais aussi les intérêts de l'investisseur qui doit retrouver une liquidité donc à un terme donc en général de 7 ans. Enfin, 5 à 7 ans. Deuxième catégorie de clauses qui vont exister sont les clauses relatives au pouvoir politique et à la gouvernance. On en reparlera plus en détail tout à l'heure lors de la deuxième intervention, mais sont des conditions qui vont fixer à la fois la composition, les pouvoirs des différents comités, et qui est représenté à quel board, et éventuellement à quel type de décision est-ce que les investisseurs peuvent s'opposer. Donc le fameux droit de veto qui revient régulièrement. Ce qui est important, donc un mot sur cette question de gouvernance. Ce qui est important, c'est pour le dirigeant de se garder une liberté de direction de la société. En tout cas, pour les décisions, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut distinguer les décisions quotidiennes, de manière à ce que le dirigeant puisse diriger la société en toute liberté pour le quotidien, sans être obligé d'aller demander donc l'approbation ou la bénédiction du ou des investisseurs pour chacune des décisions. Mais néanmoins, il faut que les décisions stratégiques, elles soient prises par un comité dans lequel siègent le ou les investisseurs pour que ce soit conforme donc à l'objectif qui a été fixé lors de son entrée au capital. Et puis, dernier point, dernière série de dispositions qui vont figurer dans le pacte ou les statuts, c'est la question des dispositions financières, donc la répartition du prix de vente, principalement. Et donc là, ce sont les mécanismes qui vont figurer ici, qui vont avoir trait donc à cette liquidation, soit par l'émission d'actions de préférence, ou bien un mécanisme statutaire simple, et puis des autres questions financières type dividendes, rémunération des dirigeants, qui sont des questions également importantes. Donc, ces trois dispositions, contrôle du capital, contrôle politique et donc de gouvernance, et enfin, disposition financière de la société. Alors, je suis désolé, c'est extrêmement rapide comme présentation, mais l'idée est donc de vous donner donc un cadre général sur cette question, sur la documentation juridique. Michael, tu vas ajouter un commentaire par rapport, toi, quand tu as vu des investisseurs ou quand tu investis, sur ces discussions que tu as autour de la documentation juridique et l'ensemble de ces clauses?
Ouais, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses, le diable est dans les détails, c'est des choses qu'il faut étudier dans les détails. On crée une relation de long terme, donc il faut, voilà, je pense que ça vaut le coup de passer le temps, nécessaire pour justement que tous les cas possibles et imaginables soient bien gérés. Après, j'ai l'impression que le temps file quand même, donc je vais peut-être pas m'étendre, d'autant que je pourrais peut-être garder un peu de temps pour les questions-réponses. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Yann, sur cet aspect documentation juridique. Et effectivement, Yann l'a évoqué, l'aspect gouvernance, et qui traduit toute la relation de partenariat, mais également l'équilibre entre l'investisseur et les fondateurs. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. Et comme le dit Mickaël, le diable est dans les détails, mais il y a aussi, surtout, pour bien comprendre quels sont les enjeux associés, les questions que ça pose. Et puis, la création d'un board et partager, pas forcément partager le pouvoir, mais avoir des investisseurs aux côtés, c'est aussi quelque chose qui peut être très positif pour une entreprise. Et donc, Jean-Philippe, quels sont en fait les facteurs clés? Qu'est-ce qu'il faut cadrer pour mettre en place une bonne gouvernance qui, de toute façon, est utile à l'entreprise avec ou sans investisseurs d'ailleurs? Exactement, Laurent, tout à fait. Donc, ce qui est important, effectivement, dans cette étape de levée de fonds, mais également, si on n'était pas dans une étape de levée de fonds, mais ça, c'est un élément de vie de société qui est important, et ça va permettre de mettre en place ce qu'on appelle, nous, au sein de Visconti, une gouvernance performante et assez large. Pour ça, le dirigeant ou les cofondateurs doivent avoir en tête deux impératifs. D'ailleurs, comme Yann et Mickaël l'ont très bien souligné tout à l'heure, le dirigeant doit savoir s'imposer, doit être exigeant, et c'est dès la première levée de fonds qui doit être dans ce mindset. Et donc, les deux impératifs, c'est il faut anticiper pour avoir une vraie gouvernance choisie et non pas subie, et puis une attitude très proactive pour que le dirigeant, qui passe un peu d'un concept de fondateur ou cofondateur à un vrai dirigeant d'entreprise au sens large du terme, avec des tiers parties à coordonner dans une proportion donc très très proactive. Et pour ça, il y a quatre enjeux qui nous paraissent forts, et lors de nos accompagnements, on le ressent bien. D'abord, en amont, définir les futurs rôles des cofondateurs. Est-ce qu'ils vont rester opérationnels? Très certainement dans un premier temps, mais peut-être les uns et les autres ont des choix ou des aspirations différentes. Et ça, c'est très, très important vis-à-vis des investisseurs de bien le caler. Bien intégrer dans son mindset, là aussi, la dissociation du capital et du management. Je suis à la fois actionnaire en tant que cofondateur et j'ai des parts sociales, comme on l'a vu, et notamment dans le pacte d'associés. Mais je suis aussi manager avec des responsabilités opérationnelles et des décisions opérationnelles. Et tout ça, bien évidemment, dans une gouvernance globale, ça s'organise. Et puis, le dirigeant doit vraiment s'affirmer, comme on va le voir. On a une méthodologie qu'on appelle le sablier, et le dirigeant est vraiment au centre de cette gouvernance et doit absolument avoir ce rôle central dans la gouvernance, à la fois politique, stratégique et opérationnel d'exécution. Et comme on vient de le préciser, et comme Michael l'a souligné, il faut effectivement, et c'est le moment, comme tu le disais aussi Laurent, de constituer un comité stratégique, un board impactant, au-delà du board juridique, je dirais, ou du conseil d'administration juridique, d'avoir vraiment un board impactant. Alors, si on regarde rapidement ces différentes étapes, comme on le sait et comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui doivent l'être, quand on est avant la levée de fonds, on est effectivement dans une physionomie un peu fondateur-cofondateur, où on est dans le syndrome du roi soleil ou du couteau suisse. On fait un peu tout, de la finance, du business dev, de la tech, on est un peu incontournable, les collaborateurs viennent nous voir les uns et les autres. Et il faut, dans cette phase où on prépare une levée de fonds, commencer, ce que je disais tout à l'heure, à bien qualifier les rôles de chacun. Et donc, de fondateur, cofondateur, couteau suisse, il faut commencer à présager d'une gouvernance. Et cette gouvernance, la première étape, c'est de dire, mais quel dirigeant fait quoi?
qui fait quoi? Est-ce qu'on est en train de construire une première ligne sur laquelle on va pouvoir donner de l'autonomie, de la délégation, sans parler d'un comité de direction tout de suite, puisque bien évidemment, c'est des fois prématuré, mais au moins une première ligne de responsabilité. Et donc, on a déjà, se dessine déjà une première organisation de gouvernance. C'est une période de transition, et puis la levée arrive, et versus les investisseurs qui rentrent et les cofondateurs qui restent, arrive donc ce qu'on appelle, nous, la gouvernance performante, et donc cette image du sablier, où on voit que le dirigeant est central, avec le fait d'assurer la fluidité, hein, comme dans sablier, je pense que l'image est assez bonne, il faut que ça soit fluide, et il faut que, un peu comme du sel, ou un peu comme plutôt des bulles de champagne dans un mouvement brownien, il y a des choses qui passent de haut en bas et de bas en haut, entre les différentes strates, avec le dirigeant au cœur. Au-dessus, on trouve bien sûr les actionnaires nouveaux ou anciens, donc les fondateurs et les actionnaires qui viennent d'arriver au titre de la levée de fonds. Et donc, le dirigeant, lui, a bien deux casquettes. Donc, il est sans arrêt en train de faire le grand écart, en fait, hein, entre son rôle opérationnel de dirigeant d'exécution et son rôle d'actionnaire, censeur, valideur de la stratégie avec les nouveaux actionnaires. Donc, c'est pas forcément évident, mais il faut justement le préparer et s'y contraindre. Et puis, de l'autre côté, dans la gouvernance, on a là pour le coup aussi les équipes. Et on sait bien qu'aujourd'hui, en termes de marque employeur, de dynamique opérationnelle et de constitution, là pour le coup, d'une première ligne qui devient un comité de direction sur lequel le dirigeant va pouvoir s'appuyer, déléguer, assurer la transversalité, c'est bien cette mécanique globale qui va permettre une bonne fonctionnement de la gouvernance, entre ce qu'on disait tout à l'heure, bien évidemment, le respect du pacte d'actionnaires, le respect des décisions d'ordre stratégique, de long terme, qui engagent la société et donc les gens qui ont investi à long terme, et puis, bien évidemment, l'exécution de la stratégie, puisque s'il y a une levée de fonds, c'est que la valeur de l'entreprise, tout le monde espère qu'elle va bien évidemment se développer, et là, c'est l'apanage, je dirais, des équipes, du comité de direction et du dirigeant dans sa posture d'exécution. Et donc, c'est un savant jeu de jambes, à la fois avec des grands écarts et avec beaucoup de sens, qu'il faut arriver à mettre en place, et la levée de fonds, et effectivement, en amont, pendant et après, quelque chose qui va catalyser, avec les bons ingrédients, tout cet écosystème, je dirais, qui va s'organiser. Alors, un focus qui nous a paru intéressant, c'est comment et pourquoi constituer un vrai comité stratégique. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Yann, il y a des aspects juridiques, il y a le conseil d'administration très formel, avec des capacités de décision, l'assemblée générale, etc., etc. Et en complémentarité, je dirais, des fois c'est complémentaire, des fois c'est un autre comité qui se crée en parallèle. On aime bien nous l'appeler, notamment dans des startups qui deviennent scale-up, et dans cette période-là, je dirais, de première levée de fonds, un comité stratégique. Et donc, pourquoi le dirigeant et pourquoi dans une gouvernance, elle va devenir performante si on a ce comité stratégique qui vient percuter dans le bon sens du terme l'organisation? Il y a 4 pourquoi auxquels ça doit répondre. 1, parce que ça va challenger de façon importante le dirigeant dans toutes les dimensions des performances et son leadership. Et ça va élargir, bien évidemment, sa vision. Et on appelle ça souvent un contre-pouvoir exigeant et bienveillant. Mais on sait que s'il n'y a pas ce contre-pouvoir, on reste dans un stade comme on l'était avant, c'est-à-dire que on fait un peu tout seul et on se rend des fois plus tout à fait compte des choses quand on ne rend pas compte des choses. Donc ça, c'est la première chose et c'est le premier pourquoi et le premier bénéfice. Deuxième chose dans ce comité stratégique, c'est d'intégrer la diversité et des expériences additionnelles pour avoir un vrai effet miroir stratégique. Et donc, on n'est plus entre soi, je dirais, allez, entre guillemets, les premiers copains, amis, affinités, mais on fait rentrer des gens qui ont une expérience, qui ont du vécu, qui vont nous amener une vision un peu différente. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective qui va venir chahuter et développer les sujets. Troisième pourquoi, bien évidemment, un comité stratégique, c'est là dans les bons moments, mais ça peut être aussi là dans les moments un peu plus chahutés.
et Dieu sait que sur l'année qu'on vient de vivre, ça a été important dans la solidarité et dans ce qu'on appelle, nous, rompre la solitude. Hein. On sait que l'un des défis importants du dirigeant, c'est sa solitude. Et grâce à un comité stratégique fluide, performant, impactant, on arrive à moins se sentir seul. Des fois, on ne se rend même pas compte en tant que dirigeant. On l'a tous vécu hein, autour de ce plateau. Des fois, on est seul, mais sans s'en rendre compte, quand on peut être challengé, quand on peut croiser la vision, quand on peut là aussi être dans l'intelligence collective et dans l'anticipation collective, c'est assez fort. Et nous, on a beaucoup de missions au sein de Visconti Partners sur la solitude et les conflits d'intérêts du dirigeant. Donc ça, c'est quelque chose de très prégnant. Et puis, quatrième pourquoi de ce comité stratégique, et ça, il ne faut pas le négliger, et je pense qu'à Finance Innovation, vu l'écosystème très large et très dynamique, c'est l'une des réponses, c'est aussi amener de la visibilité à l'entreprise, parce qu'en arrivant à embarquer, je dirais, dans un comité stratégique, dans un board, des gens qui sont aussi représentatifs, ils peuvent être ambassadeurs, ils doivent être ambassadeurs de l'entreprise, et bien évidemment aider le dirigeant à ouvrir les portes dans son business développement, conquérir l'international, etc., etc. Je dirais, c'est vraiment aussi quelque chose que trop souvent, quand on fait une levée de fonds, et tout à l'heure, Mickaël a bien insisté dessus, c'est aussi une aventure humaine, c'est aussi de rechercher des qualités humaines, c'est aussi d'aller chercher un peu de carnet d'adresses, des ambassadeurs qui vont pouvoir aussi parler, marketer l'entreprise de manière importante. Voilà ce qui nous semblait intéressant. Donc, l'avant, la préparation et vraiment ces 4 enjeux, hein, je les rappelle, bien définir les rôles des cofondateurs dans la partie opérationnelle, donc de la peau du fondateur ou du cofondateur à la peau du dirigeant ou pas d'ailleurs, hein, par rapport aux affinités de chacun. Deuxième chose, bien dissocier le côté détention de capital du côté management opérationnel. Troisième chose, donc bien s'affirmer comme le pivot de ce sablier, hein, que vous voyez là, en tant que dirigeant, et puis constituer un comité stratégique très impactant pour répondre au pourquoi et aux bénéfices que vous avez là sur la slide et qui vous sera bien évidemment laissé pour cogiter un peu plus, le temps imparti étant serré. Voilà, je m'arrête là pour laisser place aux questions et peut-être un témoignage de Mickaël qui est intéressant puisque lui a vécu tout ça à multiples reprises. Ouais, effectivement, je peux témoigner là-dessus. Déjà, je trouve ça vraiment très juste ce qui a été dit là, voilà, sur la gouvernance. Je pense que c'est important d'avoir les oreilles grandes ouvertes parce que c'est une belle théorisation finalement de ce que moi j'ai vécu. Après, bon, peut-être ce que je peux préciser, c'est sur l'expérience un peu personnelle en tant que dirigeant. Donc, c'est quelque chose qui est pas simple, hein. Effectivement, il y a un vrai changement dans sa manière d'exercer le leadership. Donc, un changement qui se fait quand même dans le temps, hein. Voilà, on n'est pas, ça se passe pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un vrai changement. Et effectivement, l'image du couteau suisse du roi soleil, elle est bonne. Moi, je sais que j'ai vraiment travaillé sur ma capacité, sur le en début d'aventure, moi, j'avais vraiment un leadership basé sur ce que j'appelle, c'est moi qui l'appelle comme ça, j'appelais ça un leadership basé sur l'exemplarité. C'est-à-dire que je cherchais vraiment à être le point de référence, le point de connaissance absolue et à montrer l'exemple dans tous les domaines. Et effectivement, au bout d'un moment, ça devient de toute façon plus physiquement possible parce que voilà, quand on a une société de 40, 50 personnes, on peut plus être. Vaut mieux pas d'ailleurs qu'on soit la référence sur tous les sujets. Donc, il y a vraiment une évolution à faire. On décide plus seul hein, quand on met en place une gouvernance. C'est très important de mettre en place une gouvernance de qualité en se posant toutes les bonnes questions qui ont été abordées là par Jean-Philippe. Donc, on décide plus seul, c'est une réalité. Et donc, voilà, il faut s'imposer comme un point pivot, le pivot du sablier, là, entre effectivement le COMEX, ce que nous, chez Algon, on appelle le COMEX, donc le comité de direction avec les équipes, donc créer mettre en place les bonnes personnes pour avoir les bons relais, et puis avec donc le board et les actionnaires. Donc voilà, et peut-être aussi préciser qu'il ne faut pas avoir honte, entre guillemets, de se faire accompagner, donc soit par des sociétés spécialisées, soit par du coaching sur justement cette phase d'évolution dans notre rôle de dirigeant.
Merci, Mickaël. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet qui est très riche, encore une fois, le lien sera disponible sur la chaîne Finance Innovation. Permettra de revoir notamment tout ce que Mickaël disait de théoriser, mais qui est aussi très concret, car ce sont les sujets qui se posent systématiquement pour toutes ces opérations, à l'occasion de toutes ces opérations de financement. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon tempo, le bon momentum plutôt. Il y en a des questions. Alors, je vais commencer par les questions. Il y a Jean-Christophe qui pose une question sur comment et par qui être bien accompagné, comment bien choisir son avocat ou le professionnel qui sera un allié, et combien coûte ce type d'aide, d'assistance pour une start-up qui débute. Je pense que c'est une question. Bon, déjà, il y a les coordonnées d'ailleurs Martin Lavigne sur la présentation. Donc, Jean-Christophe, n'hésite pas à le contacter. Je ne sais pas, Yann, si tu veux rajouter, ou peut-être Mickaël, quelque chose à ce sujet-là. Tu es en mute. Oui, merci. Effectivement, j'avais vu ça m'avait tout le temps. Oui, effectivement, c'est une question effectivement importante et en fait la première qu'on se pose parce que il faut en effet être correctement accompagné. Donc deux choses. Un, les investisseurs recommandent souvent un panel d'avocats avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc ce sont des gens qui sont indiscutablement compétents et qui connaissent leur domaine. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont en général les avocats qui vont conseiller les parties, mais peut-être plutôt dans l'intérêt du fonds, parce que c'est lui qui les a recommandés, plutôt que dans l'intérêt de l'investisseur, donc du fondateur, ou des fondateurs. Donc, c'est pas forcément un choix qui, en termes de conseil même, sera très judicieux, même si techniquement, il y a rien à redire là-dessus. Donc, à mon avis, le mieux, c'est de rencontrer plusieurs conseils possibles qui vous sont recommandés par différents réseau par différentes personnes, et puis et sélectionner celui avec lequel vous avez un fit, quelque chose, donc une entente, une fois qui vous semble intéressant. Parce que c'est quand même ce sont souvent les opérations un petit peu longues, dans lesquelles il y a des phases de travail intenses et longues, donc on va travailler ensemble pendant plusieurs semaines. Donc autant on va travailler de manière assez étroite, donc autant avoir quelqu'un avec qui vous entendez bien. Ça, c'est le premier point sur le choix. Et deuxième point sur la question du coût de cette assistance. Alors, c'est pas difficile, c'est impossible de faire une réponse générale de but en blanc. En fait, bien évidemment, donc le coût va dépendre de l'importance de l'opération. Le coût ne sera pas le même si vous êtes une start-up avec 0 contrat de travail, avec aucun élément de propriété brevetable et donc à auditer, assez peu d'éléments d'audit, etc. Et puis sur une mise de fonds relativement limitée, si au contraire vous avez plusieurs salariés, des contrats de distribution, un logiciel qui a déjà été déposé, etc. Là, il y aura des coûts beaucoup plus importants. Donc en fait, le mieux, c'est c'est d'abord de négocier l'aide d'intention, et puis quand on sait à quoi ressemblera l'opération, là effectivement, les avocats en général fixent des montants forfaitaires, négocient des montants forfaitaires pour chaque opération. Merci Yann. Et seulement pour rajouter à ça, sachez que pour les membres de Finance Innovation qui sont avec nous aujourd'hui, avec Yann, on a mis à disposition une permanence juridique tous les premiers vendredis de chaque mois à partir du début juillet. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, prenez rendez-vous. J'ai mis les liens sur le chat. Pendant 30 minutes, Yann pourra répondre à votre question plus précisément, le plus en détail au cas par cas. Dans cette initiative qu'on a lancée avec Yann et qu'on va très probablement dupliquer, tripliquer et faire encore plus sur des autres sujets. Et Yann, seulement pour finir, il y a une question aussi sur l'état moyen de ce procès-là. Tu viens de dire que c'est quelque chose d'assez long, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette de temps sur Alors,
Enfin, ça reste une fourchette. Il y a bien évidemment des exceptions dans les deux sens, mais j'ai envie de dire que de toute façon, les opérations les opérations de levée de fonds vont prendre entre le moment où là, je ne compte pas les pitchs, mais entre le moment où un investisseur fait part de son accord pour travailler avec une entreprise, et, je pense qu'il faut compter entre 1 mois et 6 mois, parce qu'on a un temps incompressible, à la fois d'audit, j'en parlais, de préparation des documents, et puis de négociation. Et là, soit les choses sont très rapides, on est très pressé d'un côté comme de l'autre, ça peut aller très vite, ou bien on prend son temps, il y a des vacances, etc. Et donc là, on peut aller sur des délais plus longs. Mais c'est à mon avis l'ordre de grandeur qu'il faut avoir. Je sais que ça va de 1 à 6, mais c'est un ordre de grandeur. Enfin, 1 est assez rare quand même. Oui, non, c'est pour ça que je dis que ce sont les extrêmes à chaque fois. Non, parce que parfois, il y a des petites, il y a des aspects juridiques qui sont incompressibles, des délais qui sont incompressibles, soit parce que dans les statuts, on a prévu qu'il y avait un temps de convocation assez long de l'AG, on trouve encore de 15 jours. On peut se retrouver aussi à avoir besoin de commissaires aux avantages particuliers. On peut avoir des délais pour des oppositions de créanciers parce que c'est l'occasion aussi de remettre à plat un certain nombre, de remettre à plat tout le juridique. Donc, 1 mois, c'est un strict minimum. Et c'est plus, voilà. Et 6 mois, c'est quand même assez long. S'il y a quand même un temps pour un deal quand on est d'accord, il y a une phase d'exécution et on essaye de faire en sorte que dans les 2-3 mois maximum, tout soit purgé, traité. Oui. Et d'aller vite derrière quand même pour des entreprises qui sont jeunes et en phase de croissance. C'est ça. Mais là, je rejoins ce que tu dis, Yann, ça c'est à partir du moment où on sait, l'entreprise a choisi son investisseur. Et toute la phase amont, elle peut être rapide comme plus longue. Tout dépend du niveau de maturité de la startup et du degré de préparation. Quand on est parfaitement prêt, la levée aujourd'hui, ça peut aller relativement vite. En 4-5 semaines, on a des offres même fermes. Il y a des fonds qui s'engagent à ça. Ça commence à s'américaniser, ça c'est très bien. Et quand les entreprises sont plus jeunes ou que ne sont pas complètement prêtes, même si elles pensent être prêtes, ça peut être long dans les premiers tours. Très long. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très variable et qu'on a cette fourchette très large. C'est vrai que si on utilise des BSAR, par exemple, ça peut être relativement court. Okay. Après, c'est très variable. Effectivement, le BSR, ça va vite, il n'y a rien à. Voilà, exactement. Il y a clairement à faire. On est d'accord. À quelque chose près. Merci Laura, merci Yann. Alors, il y a une autre question, peut-être c'est plutôt pour Michael, pour avoir son avis. Alors, le CSC a publié une étude. Voilà, ça a bougé ma question. Pardon. Les femmes et start-upers ne lèvent que 2% des fonds. Comment peut-on avoir de bonnes conditions de départ et bien négocier? Faut-il se rapprocher des associations? Mais cela veut dire d'emblée qu'il y a une faiblesse dans la négociation? Alors, le fait qu'il n'y ait que 2% de femmes, enfin que 2% des fonds soient levés par les femmes, c'est très malheureux. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment pour essayer de corriger ça et c'est très bien. On a la même problématique, par exemple, pour recruter des femmes dans la tech, c'est assez compliqué. Voilà, il y a tout un... Bon, de toute façon, on le sait, hein, c'est un sujet de société. Il faut qu'on arrive à l'égalité parfaite et on a du chemin à faire, mais on y travaille. Et après, donc sur le fait de négocier, d'obtenir des bonnes conditions, ce qui marche le mieux concrètement, c'est quand même la compétition. On est sur... Enfin, voilà, comme beaucoup de choses, c'est l'offre et la demande. Donc, plus il va y avoir de demandes, plus on va pouvoir obtenir des conditions favorables. Donc, c'est vraiment ça, de très loin, le plus efficace, c'est d'arriver finalement à créer des conditions où plusieurs personnes veulent rentrer, plusieurs actionnaires veulent rentrer, enfin, actionnaires potentiels, plusieurs investisseurs veulent rentrer au capital. Et du coup, voilà, la mise en compétition fait que les conditions s'améliorent. Voilà. C'est important aussi de bien comprendre, de passer du temps à bien comprendre quelles sont les problématiques de la personne en face, de l'actionnaire en face, de l'investisseur en face, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a, en tout cas au début, on peut avoir tendance à se mettre un peu en position de faiblesse, à avoir l'impression qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'investisseurs, etc., et qu'ils sont tout puissants, mais en vérité, ils ont leurs propres problèmes. C'est des humains comme nous, ils ont leurs propres problèmes, ils ont aussi des contraintes. Parfois, ils doivent investir, parfois, ils ont de la pression pour dépenser de l'argent, donc ça, il faut le comprendre et puis essayer d'en tirer parti. Enfin, c'est que maintenant, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus qu'avant, comprendre, discuter avec l'investisseur et comprendre où il en est dans son fonds, dans ce qui est différentes phases, en fait, il faut phaser
l'abus d'un fonds. Donc, voilà. Et c'est ça qui permet effectivement de négocier des bonnes conditions. Après, le fait de se rapprocher des associations, là, je vois pas trop en quoi ça pourrait aider dans la négociation. Je l'ai jamais fait. Mais, merci, Michael. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que c'est possible de proposer un contrat d'émission d'obligation convertible en action qui dispose qu'en cas de déchéance du terme pour nos paiements, les principales à rembourser double presque au bout d'un an et demi du début de contrat? Alors, effectivement, j'ai lu la question. J'ai envie de dire, techniquement, il y a peut-être une question à poser, à mon avis, qui est celle enfin, je pense pas qu'elle. Enfin, il faut. Enfin, ouais. En fait, une question à creuser, qui est la question de l'usure, parce que ça veut dire qu'il y a un taux d'intérêt dans ce cas-là, qui est extrêmement important. Alors, sur des pénalités, donc il faut creuser la question. Cela étant, enfin, pour moi, ça pose une question. Enfin, ça évoque une question importante concernant les obligations. Et qui fait que, généralement, quand c'est possible, je préconise d'éviter ce mode de financement parce que si la société se porte bien, il n'y a pas de problème. Si en revanche la société se porte mal, au bout d'un terme de 3 à 5 ans, dans le cas où l'investisseur investit en action, il est dans la même situation que tous les associés, donc il a une participation qui vaut éventuellement plus grand-chose. Si en revanche il a investi sous forme d'obligation, il a une créance vis-à-vis de la société qui n'est pas remboursée et potentiellement il peut assigner la société devant le tribunal de commerce, voire l'assigner en redressement ou liquidation judiciaire. Ce qui lui donne une position de force qui est beaucoup plus importante vis-à-vis de l'entreprise quand les affaires marchent moyennement. Et c'est la raison pour laquelle, en général, moi, je conseille d'éviter cet outil parce que je trouve que ça fausse les positions et ça met l'investisseur dans une position vis-à-vis de l'entreprise qui est, donc ça crée un rapport extrêmement déséquilibré entre l'investisseur et la société. Merci bien. Pour Jean-Philippe et Frédéric, alors il y a eu beaucoup de rebondissements sur la partie de la solitude de l'entrepreneur chef d'entreprise. Je voulais seulement rajouter que n'hésitez pas à contacter Visconti au sein du pôle et pour les membres de Finance Innovation. On avait mis même une action à laquelle Visconti accompagnait les chefs d'entreprise ou l'équipe dirigeante pendant 2 mois sur des coachings. Pris en compte par Visconti, évidemment. Et donc, il y aura de nouvelles actions qu'on mènera avec Visconti sur cette partie-là parce qu'on prend en compte qu'il y a un vrai besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Jean-Philippe et Frédéric. Et alors, on a un peu dépassé les termes. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est pour clôturer, nous faire, on fait un petit dernier tour de tout le monde. S'il y a un mot que vous voulez rajouter, s'il y a un dernier message que vous souhaitez faire passer aux 100 personnes qui sont encore connectées. Voilà, c'est les moments. Donc, je vais commencer par Frédéric. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais souligner? Oui, peut-être un message sur la solitude pour rebondir. La solitude est un point vraiment clé et ça rejoint une question qui était posée tout au début sur quel partenaire choisir dans une relation qui est une relation de longue durée. Il faut avant tout que ce partenariat, que ce soit avec un professionnel, un avocat, un conseil, soit inscrit dans de la confiance. La confiance, c'est la base de tout pour discuter business ou des sujets qui vont toucher finalement à l'intime, au personnel, à l'objectif personnel du dirigeant. Donc le choix de ce partenaire avec lequel vous serez en confiance est complètement clé dans la réussite de votre opération. Merci beaucoup, Frédéric. Jean-Philippe? Ton micro est coupé, Jean-Philippe.
Bon, Yann, on passe. Oui, alors effectivement, juste en un mot, et et là c'est plus une question d'expérience que de sujet juridique à proprement parler, mais à mon sens, en fait, c'est la question du dialogue et de la relation personnelle, parce qu'en fait, il y a vraiment un choix, certes de l'investisseur qui va choisir les entreprises dans lesquelles il investit, mais il y a aussi une question de choix de la société dans l'investisseur. Enfin, certes, donc il y a une négociation, il faut savoir éventuellement être relativement dur en négociation s'il le faut pendant cette première phase, mais il faut pas oublier que l'investisseur et la société vont être appelés à vivre ensemble pendant 5 ans, éventuellement plus, enfin plusieurs années, et il faut, à mon sens, qu'il y ait une entente au départ pour que donc la relation reste fluide pendant les années qui vont suivre, au-delà enfin, dans le cadre des institutions, des outils qui ont été mis en place, board, etc., mais que le dialogue persiste, que la société marche ou qu'au contraire elle ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue permanent qui va être basé sur un choix de personne aussi, donc dès le départ. Merci beaucoup, Yann. Et Michael? Ouais, mais je confirme tout ce qui vient d'être dit. Hein. C'est important de s'entourer de personnes de confiance. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être des moments de solitude. Moi, je vais peut-être insister sur l'importance finalement encore plus grande, mais là on revient en arrière. Je pense que peut-être que les gens qui sont ici, qui nous regardent, ont déjà franchi cette étape, mais finalement, si on revient en arrière, le choix le plus important, c'est le choix des associés. Puisque c'est vraiment avec les associés. Enfin, moi, je sais que j'aurais pas pu fonder mes sociétés seul, parce que là, pour le coup, je pense que j'aurais été vraiment impacté par cette solitude dont on parle. Finalement, les seules personnes dans une aventure entrepreneuriale qui peuvent nous comprendre parfaitement, ce sont nos associés. Les investisseurs, c'est vrai que le VC, c'est une très belle invention. Et finalement, on est quand même globalement aligné entre les investisseurs. Enfin, voilà, cette invention du VC, ce mode de fonctionnement fait qu'on est quand même relativement aligné entre les investisseurs et les dirigeants. Mais l'alignement, il n'est pas toujours parfait. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a des moments où il y a des désalignements. Un investisseur qui va vouloir tel destin pour la société et des managers qui vont vouloir un autre destin. Donc finalement, voilà, les seules personnes avec qui on peut toujours rompre la solitude, ce sont nos associés. Donc moi, ce que je dis beaucoup aux gens qui veulent se lancer, c'est je pense que la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est de bien choisir ses associés. C'est ça qui fera la réussite de l'entreprise. Et puis dans une levée de fonds, c'est pareil, c'est ça qui est regardé dans une première levée de fonds. Hein, il faut pas se leurrer. Ce qui est regardé, c'est l'équipe, le marché un petit peu, etc. Et puis on fait des beaux tableaux, des Excel, etc. pour mettre un peu de rationnel autour de ça. Mais au final, voilà, le choix d'investir, le choix d'investir dans une société qui fait sa première levée de fonds, c'est quand même un choix qui est beaucoup émotionnel, et qui est beaucoup lié aux humains, quoi, aux entrepreneurs qui dirigent l'entreprise. Donc, le choix des associés est d'autant plus important de ce point de vue-là. Ouais, moi, je peux rebondir dessus, Gisela, parce que tout à l'heure, effectivement, la dynamique humaine et la stratégie, la raison d'être, hein, ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on veut vraiment faire en équipe avec des associés. Je crois que ce que vient de dire Mickaël, c'est tout à fait ça. Et nous, on le voit, hein, les réussites, elles sont souvent cohérentes avec ça. Et les complications ou les difficultés, elles sont effectivement quand il y a des incohérences d'alignement entre les associés, entre cette dynamique humaine, et versus la stratégie et la raison d'être de ce qu'on est en train de faire, hein, au-delà de la levée de fonds, mais du but poursuivi pour l'entreprise. Oui. Tout à fait. Donc là, je peux que abonder là-dessus. Et puis, j'en profite pour remercier de l'attention de chacun et puis de l'invitation de Finance Innovation pour ce webinaire. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et enfin, Laurent, pour clôturer, tu as… Oui, mais je vais rebondir sur tout ce qui a été dit, et donc et sans faire de redite, mais je pense que les questions qu'on se pose à l'occasion de l'entrée d'un investisseur, c'est souvent des questions qu'il faut se poser bien en amont, il faut anticiper. Et la première d'entre elles, quand on monte une entreprise, c'est vraiment le choix des associés. Et c'est très souvent quand on est face aux questions sur la gouvernance, sur la relation avec le partenaire, le profil du partenaire, que ça crée aussi une résonance sur les propres choix de notre association
et que des questions qui n'ont peut-être pas été suffisamment posées, réfléchies en amont, c'est là où ça peut prendre du temps dans les réflexions, même si on arrive à converger et à faire des deals. Le vrai sujet, c'est de bien anticiper ces questions qui sont extrêmement structurantes. Il faut une gouvernance quasiment, comme dit Mickaël, à la création d'entreprise. Ça commence par comment on prend ensemble les décisions, comment on accueille demain d'autres partenaires, même si la levée de fonds, elle arrivera que quelques mois ou années plus tard avec des investisseurs professionnels. Voilà. Ne pas être focus sur la valorisation parce que tout se joue dans les instruments financiers et se dire que l'idée de tout ce qu'on fait là, c'est d'aligner les intérêts des parties et donc d'avoir cette posture de se projeter avec un partenaire qui a un intérêt certes financier, le fondateur aussi, même si ce n'est pas que ça, mais de faire converger pendant quelques années le temps de créer de la valeur et de pouvoir la partager, de créer les conditions de la convergence d'intérêts. Donc plus on anticipe, mieux c'est, et pour ça il faut être accompagné. Un avocat, c'est le minimum, c'est complètement indispensable quand c'est très en amont, avoir des conseils en stratégie, des leveurs de fonds, tout un tas de conseils, mais surtout leveurs et stratégie en amont. Voilà. Et merci à tous également de cette participation nombreuse. Oui, exactement. On a eu beaucoup d'échanges sur les chats. Il a été très, très actif. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de rebondir sur chaque message. Mais voilà, vos coordonnées sont là. N'hésitez pas à contacter directement nos intervenants ou moi, des Finance Innovation. Je vous remercie infiniment, Jean-Philippe, Frédéric, Laurent, Yann et Michael d'avoir participé, d'avoir partagé le savoir-faire avec les membres du pôle. De toute façon, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente fin d'après-journée. Au revoir. Merci. Merci.